Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver pour cette web-conférence organisée par le Conseil départemental du Val-de-Marne. Elles font le Val-de-Marne, c'est la thématique que nous allons aborder. Le Conseil départemental du Val-de-Marne ayant souhaité donner la parole à des femmes qui, au quotidien, font le Val-de-Marne. Et peut-être plus que jamais, en cette période de crise sanitaire, vous comprendrez donc que nous respectons pour cette webconférence la distanciation sociale et que chacun et chacune d'entre nous portons le masque. Bienvenue donc, merci de suivre ce moment majeur. Le Conseil départemental du Val-de-Marne a invité 8 femmes d'exception. Monsieur Christian Favier, bonjour, merci pour l'organisation de cet événement. Bonjour. Vous êtes avec nous et vous aurez l'occasion, bien sûr, de nous donner votre vision départementale avec ce que le Conseil départemental du Val-de-Marne porte au quotidien. À vos côtés, Fathia Agoun, vice-présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne, en charge de la jeunesse, de la vie associative, de l'Observatoire de l'égalité, de la lutte contre les discriminations, mais aussi des droits humains et des droits des migrants. 8 femmes, je le disais, je les présente par ordre d'apparition à l'écran. C'est Anne-Lise Chappé, agente départementale, mais qui est aussi médecin pédiatre et urgentiste dans les hôpitaux. Djeneba Djinera, aide-soignante. Sabine Salmon, qui est présidente nationale de l'association Femmes Solidaires, entre autres. Léa Perrotin, étudiante à l'Université Paris-Est Créteil. Oumi Dias, que l'on connaît sous le nom de Miss Oumi, et qui préside l'association Moakosi. Lucie Cabiac, nous parlerons culture. Elle est chargée de relations publiques au théâtre Antoine Vitesse d'Ivry. Pauline Sters, agente départementale et contrôleuse au centre d'exploitation de la direction des transports, de la voirie et des déplacements territoire Est. Et enfin, une sportive, Abi Niaré, sportive de très haut niveau, qui a été médaille d'argent au JO de Rio 2016. Elles font le Val-de-Marne. Bienvenue à chacune des participantes invitées pour donner leur vision de cet engagement très particulier, surtout en cette période de crise sanitaire. Et tout de suite, nous allons retrouver Christian Favier, président du Conseil départemental du Val-de-Marne. Que signifie, puisque nous sommes aujourd'hui le lundi 8 mars 2021, c'est la Journée internationale des droits des femmes. La mobilisation, une fois de plus, tout au long de la journée a été exemplaire. Quelle est la vision spécifique du département ? D'abord, bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu à cette invitation. Évidemment, on est dans des conditions tout à fait particulières cette année avec cette pandémie. Et en même temps, il était inconcevable que le département ne prenne pas une initiative à l'occasion de cette Journée internationale des droits des femmes du 8 mars. Nous le faisons chaque année. C'est une journée importante, c'est une journée évidemment de lutte pour l'égalité, pour les droits, et le département est extrêmement engagé dans ce combat. C'est une journée, on le sait, qui remonte à maintenant à des décennies et des décennies de lutte pour l'égalité. Aujourd'hui, on peut dire que jamais peut-être le besoin de poursuivre ce combat n'est aussi d'actualité, parce que on le sait par exemple en matière d'inégalité, notamment d'inégalité salariale entre les hommes et les femmes, il y a toujours encore un écart important, près de 20% d'écart sur les salaires, et même s'il y a des choses qui ont évolué, ça reste quelque chose de marquant. Mais c'est vrai aussi sur un aspect qui nous préoccupe beaucoup, qui est par exemple l'importance des violences faites aux femmes, hein, et en particulier puisqu'on recense plus de 200 000 actes de violence annuellement donc, dans notre pays. Et sur tous ces enjeux, évidemment, il y a lieu de continuer d'agir fortement. Donc c'est l'engagement de notre département, à travers aussi le fait qu'on ait une délégation aux droits des femmes, effectivement, et donc et pour l'égalité que Fathia Agoun assume cette responsabilité. Mais je dirais que beaucoup aussi dans les politiques départementales qui sont mises en œuvre au quotidien, nous travaillons justement à faire en sorte de favoriser cette égalité. Il y a notamment une des préoccupations qui est quand même très forte pour nous, qui est la question de faciliter l'accès à la vie professionnelle.
qui est toujours une difficulté, et notamment par exemple le développement d'un réseau de crèches départementales, qui est quelque chose d'un peu particulier à notre département, favorise aussi la reprise d'activités professionnelles pour les femmes. Et donc on a quand même cette chance d'être dans un département où on a plus de 77 crèches maintenant départementales. C'est quelque chose d'unique en France. C'est aussi tout le travail qui est fait avec les réseaux de PMI, où on va bien au-delà d'ailleurs de ce qui se fait d'ailleurs un peu habituellement, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Donc toutes ces actions-là vont dans le sens évidemment de favoriser donc l'égalité, et je le dis de faire en sorte de créer ces conditions d'égalité concrètement aussi sur le territoire. Fathia Agoun, vice-présidente, vous, votre vision particulière, et justement parce que votre délégation intègre cette lutte plus globalement contre toutes les discriminations, et ça touche les femmes, pourquoi était-ce si important de donner aujourd'hui, en ce 8 mars, la parole aux femmes ? Bonjour à toutes et tous. Alors oui, leur donner la parole, mais avant tout, elles prennent la parole, les femmes. Parce qu'il faut aussi rappeler que cette journée du 8 mars, c'est pas la journée de la femme, je le précise, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, et que cette journée, c'est une journée à la fois de sensibilisation, d'action, et de rappeler encore que dans ce pays, mais dans le monde entier, les inégalités entre les femmes et les hommes persistent. Alors oui, aujourd'hui, nous avons 8 femmes qui vont intervenir, 8 femmes qui sont engagées dans notre département, 8 femmes qui ont l'envie de faire porter, mais aussi elles sont déterminées à faire porter l'égalité concrète entre les femmes et les hommes dans notre département. Donc moi, je salue leur engagement, mais je salue aussi l'engagement de beaucoup de femmes, mais aussi d'hommes, puisque à mes côtés, il y a le président Christian Favier qui est très engagé et très mobilisé dans notre département pour que l'égalité entre les femmes et les hommes soit réelle, effective. Donc merci à vous toutes, et je pense que nous allons effectivement ensemble continuer à faire progresser et faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes dans notre département. Merci à vous. Nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet pour voir combien les femmes en Val-de-Marne sont investies dans tous les champs possibles. Ce sera vrai évidemment en matière d'engagement dans le service public départemental, mais c'est vrai aussi dans le champ de la culture, dans le champ du sport, de la solidarité. Nous allons voir tout cela ensemble, mais tout de suite, peut-être parce que la période est particulière, peut-être parce que la crise sanitaire que nous vivons va peut-être se prolonger. On attend des jours meilleurs, mais on est très réaliste, parce que ça fait déjà 1 an, nous sommes en mars, que nous devons prendre des mesures réelles. Peut-être commencer par le secteur de la santé, et je vais me tourner vers Anne-Lise Chappé, qui a, j'ai envie de dire, une triple casquette. Anne-Lise Chappé, vous êtes à la fois agente départementale, vous êtes médecin pédiatre, vous travaillez à la PMI, le Centre de protection maternelle et infantile Gambetta à Choisy-le-Roi, mais vous êtes aussi médecin urgentiste, et vous avez été, notamment à l'occasion du confinement, à compter du mois de mars 2020, extrêmement mobilisé. Est-ce que vous pouvez nous apporter déjà votre témoignage et pourquoi votre métier et votre vie de femme a changé à ce moment-là ? Alors, en effet, j'ai cette double casquette, enfin triple, qui est d'être à la base un médecin urgentiste et qui exerce aussi au SAMU, et qui, depuis 2017, est rentré au niveau du département dans le secteur de la protection materno-infantile, et aussi je travaille sur une crèche. Donc là, en l'occurrence, au début du confinement, j'ai poursuivi mon activité à la fois crèche, PMI et urgence, et la situation s'aggravant, j'ai été détachée du travail de PMI et pour prioriser l'hôpital. Et hôpital où on a monté en fait un service dédié à l'accueil des cas Covid, à faire du tri, et donc ça me permettait d'y travailler davantage parce que la situation était telle qu'on avait besoin de mains supérieures et on n'en trouve pas partout.
Donc, à cette époque, il y avait une énorme solidarité. On a eu un soutien, chacun s'aidait, d'où qu'on vienne, du privé, du public, médecins retraités, jeunes étudiants. Et c'est vrai qu'on ne peut pas passer à côté de quelque chose comme ça. À la fois, oui, le Covid, ça a été et c'est quelque chose de difficile, mais ça nous a aussi permis de découvrir les compétences et la solidarité de chacun. Moi, je pense qu'en l'occurrence, la première vague, ça a été ce moment à la fois de dire, eh bien oui, dans des périodes difficiles, l'humain, il revient. Et ça, j'ai été heureuse d'y participer. Voilà. Vous avez été tout de suite sur le pont. On a bien compris que c'était pour vous une nécessité professionnelle, mais aussi d'engagement, j'ai envie de dire presque militant, dans le métier que vous avez choisi. Le département du Val-de-Marne a permis à 12 agentes autres soignants de s'investir à 100% dans le cadre des hôpitaux. Votre vision à vous spécifique de femmes engagées auprès certainement d'un public plus fragilisé, je pense aux familles monoparentales dont on sait qu'elles sont majoritairement féminines. Est-ce que ça a changé, vous parliez de plus d'humain, est-ce que ça a changé votre façon de voir les choses en termes professionnels et peut-être aussi en termes de relationnel au sein à la fois des crèches, de la PMI et de l'hôpital? Alors, il y a eu différentes choses parce que mon enfant est en crèche départementale, a été accueilli très très rapidement par une crèche municipale, comme tous les enfants de soignants. À l'annonce, en 48 heures, on nous a trouvé des places pour accueillir nos enfants et pour me permettre d'aller au travail avec la liberté de savoir que mon enfant était dans une structure d'accueil avec toutes les mesures pour protéger du Covid, etc. Et avec d'autres enfants soignants, agents départementaux, je crois. C'était aussi ouvert aux pompiers, mais les pompiers n'y mettaient pas leur enfant. Donc j'ai eu, voilà, ça c'est ma vie personnelle. Et puis ma vie professionnelle, c'est vrai que c'était très compliqué parce qu'à la fois, oui, au niveau des urgences, au niveau du SAMU, on ne voyait que du Covid, on baignait que dans le Covid, mais à côté de cela, on ne voyait pas d'autres perspectives, mais qu'en même temps, moi, je pensais aussi aux petits-enfants qu'on suivait et que je suivais à la PMI et qui s'en occupaient. Ça a été une grosse interrogation dans cette période, qui s'en occupait. Et dès le déconfinement, c'était on rappelle toutes les familles qu'on peut, parce que qu'est-ce qu'il est advenu de ces enfants? Ça a été une vraie problématique de à la fois en être d'un côté, mais qu'est-ce qui se passe en parallèle, parce qu'on est peu en même temps sur le terrain. Je pense que les professeurs, les éducateurs, tout le monde a eu ce type de pensée, mais que voilà, ça a été une grande interrogation sur l'articulation. On est d'un côté, mais qu'est-ce qui se passe à côté? Oui, mobilisation immédiate, énergie immédiate et peut-être une énergie décuplée parce que je le disais, vous étiez sur le pont à 100% et qu'il y avait à la fois cette obligation d'être dans les hôpitaux et cette obligation aussi de penser au public surtout plus fragile que vous suiviez au quotidien, notamment dans le cadre des PMI. Si vous ne l'avez pas vu, c'est peut-être encore accessible sur le site du Val-de-Marne, certainement. Mais au moment du premier confinement, vous aviez certainement vu sur la façade de l'hôtel du département ce message en direction des soignants et soignantes, adressé par tous les agents départementaux qui s'étaient mobilisés et qui disait « Merci aux soignants.es ». Nous avions respecté évidemment là aussi l'égalité et ce message était important parce que visuellement ça permettait tout de suite de vous soutenir parce qu'évidemment c'est l'ensemble du Val-de-Marne qui était aux côtés de ces soignants et on sait que les minutes étaient difficiles pour chacun d'entre vous parce que ça n'était pas une question d'heure mais 2 minutes, il fallait aller extrêmement vite. Pour rester dans ce thème de la santé, merci à vous Mme Chappé, Docteur Chappé. Nous allons retrouver Djeneba Djinera, qui est aide-soignante. Alors vous professez à Villejuif, mais vous aussi, vous avez plusieurs casquettes et cette crise sanitaire a certainement pour vous, même si vous étiez au quotidien investi sur le terrain, dans le cadre de votre métier, mais aussi dans le cadre de vos missions associatives, là aussi, il a fallu décupler l'énergie
ce que vous avez su faire. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Exactement, c'est ça. Et moi, mon métier, je l'ai choisi. C'est une vocation. J'ai toujours voulu soigner les autres. Donc vous êtes aide-soignante voilà, à Villejuif. À Villejuif. Et c'est vrai que le Covid est venu renforcer encore cette vocation. Je n'ai pas baissé les bras, malgré que les gens étaient en confinement. Moi, je me réveillais à 6h30 pour aller prendre soin de nos aînés. Parce que je me dis qu'ils ont besoin de moi, de mes collègues aussi. Et voilà, il faut prendre soin d'eux, ne pas baisser les bras, ne pas les lâcher et être là auprès d'eux, prendre soin d'eux. Voilà. Le public auprès duquel vous étiez est toujours un public de personnes plus fragiles, ou est-ce que vous avez dû adapter aussi votre pratique professionnelle pour pouvoir épauler d'autres publics que ceux dont vous aviez l'habitude? Moi, je suis auprès d'un public vraiment vulnérable, parce que c'est des personnes âgées et il faut être à leur écoute, les rassurer. D'autant plus que le Covid a quand même engendré pas mal d'angoisse et il fallait être là. Voilà, oui, donc on comprend bien qu'il y a à la fois une dimension professionnelle, de pratique que vous connaissez, mais qu'il y a une dimension psychologique aussi, c'est-à-dire qu'il vous fallait être encore plus présente pour pouvoir rassurer... rassurer les familles, sachant que les droits de visite étaient suspendus. Et nous, on était quand même... voilà, on a créé des liens vraiment forts avec ces résidents. Et ils ne voyaient que nous, pratiquement. Voilà, c'est la raison pour laquelle on n'avait pas droit, certes. Il y avait, nous aussi, l'anxiété était là parce qu'on savait pas comment s'y prendre de ce virus. On ne savait pas comment s'y prendre. Au début, il y avait un cafouillage total, surtout au niveau des masques. Bon. Mais au fil du temps, voilà, on a pu quand même avoir les outils qu'il faut pour les prendre comme il faut en charge. Ouais. Et puis on ne l'a pas dit, Djeneba Djinera, vous êtes aussi membre du Comité international d'aide et d'insertion. Donc il n'y a pas que votre métier, il y a aussi un engagement sur le terrain, un de plus auprès de publics diversifiés. Là, c'est plutôt un public jeune? Non, il n'y a pas que le public jeune. On a aussi des seniors, on s'adresse à tout public. Hein. Alors, en fait, le CIAI, Comité international d'aide et d'insertion, est là pour aider sous toute forme d'insertion, que ce soit sociale, culturelle, économique, au niveau de la France et en Afrique. Actuellement, nos activités principales, c'est l'aide aux devoirs, parce que, bon, avec cette pandémie, bon, on a vu qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont eu des décrochages scolaires. Et voilà, j'ai des bénévoles qui viennent en aide à ces jeunes-là. Oui, parce que nous avons vu pendant cette période très particulière de crise sanitaire, et notamment lors du confinement, que même si les enseignants ont été présents, obligatoirement présents, parce que là aussi ce sont les missions de service public qui tiennent à cœur, les associations ont joué un rôle majeur, et la vôtre en particulier du côté de Villejuif, avec l'aide aux devoirs et aussi l'aide à l'alphabétisation. Voilà. En fait, je suis en partenariat avec l'association FAIR, qui nous aide aussi à nous procurer des outils informatiques. C'est pour familiariser nos mamans qui ont des difficultés voilà, à ce niveau-là. Deux témoignages déjà extrêmement vifs, extrêmement importants, qui montrent combien le quotidien professionnel a dû s'adapter, mais combien aussi l'action personnelle a été démultipliée. Monsieur le Président, peut-être une réaction par rapport à cette thématique de la santé, où là aussi le département du Val-de-Marne a un regard extrêmement pointu au quotidien. Merci d'abord pour ces deux témoignages, parce que c'est vrai qu'on est dans un département alors
qui est confronté comme les autres à cette pandémie, mais avec une particularité, c'est que c'est un département très hospitalier, un département où les professions de santé, les structures de santé sont extrêmement nombreuses. Et parmi ces structures de santé, on sait aussi que la place des femmes est très importante. C'est-à-dire qu'on voit que ce soit chez les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, dans les personnels, je pense aussi à tout le personnel d'entretien également de ces équipements, qui est extrêmement important. Et il y a souvent une très large majorité de femmes dans ces professions. Et on voit donc le rôle qu'elles ont pu jouer, en tout cas, face à cette pandémie, et qu'elles continuent de jouer aujourd'hui. Et on a pu assister à une solidarité très forte, je trouve, dans ce département, une réaction importante. Alors notre collectivité y a contribué, puisqu'on a ouvert pour des personnes volontaires de la collectivité qui souhaitaient, comme le témoignage a été apporté à l'instant, qui souhaitaient, dans la période du premier confinement, de pouvoir rejoindre des structures hospitalières. On a, je crois que c'est 12 agents, je crois, qui ont accepté de participer à ce travail. Et moi, vraiment, on ne peut que s'en réjouir. Aujourd'hui, on continue dans le même sens avec notamment une grande préoccupation qui est la nôtre, qui est le problème de la vaccination, puisque malheureusement, on n'a pas un rythme de vaccination qui soit à la hauteur des besoins et face à cette pandémie. Et on intervient beaucoup pour essayer d'obtenir davantage de vaccins. Et y compris, on a proposé donc à l'Agence régionale de santé de mettre à disposition une équipe mobile d'agents départementaux pour aller vacciner un public un peu particulier, qui était un peu les oubliés, je dirais, de cette vaccination, qui sont les personnes qui vivent en résidence autonomie, qui ne sont pas en EHPAD, parce que les EHPAD ont bien été prises en compte, mais les résidences autonomie, c'est des personnes effectivement retraitées, parfois âgées, mais qui restent autonomes, donc, et qui n'étaient pas traitées, étaient traitées un peu comme dans le droit commun en quelque sorte. Il n'y a pas de mesure particulière. Et avec cette équipe mobile, ça permet d'aller au-devant. Donc cette vaccination a commencé hier, notamment dans une résidence d'autonomie à Villejuif, aujourd'hui à Cachan. Et il y aura les 52 résidences autonomie qui vont être couvertes donc, pour la vaccination par cette équipe mobile du département. Donc voilà, c'est aussi une contribution au-delà des compétences qui sont celles du département, mais c'est pour permettre de protéger plus vite et de manière plus importante encore la population. Et là, j'ai vu l'équipe hier, j'ai pu aller saluer cette équipe à Villejuif. Là encore, je veux dire qu'il y a une très large majorité de femmes qui composent la petite équipe qu'on a mis en place de médecins et d'infirmières pour permettre donc d'accélérer cette vaccination. Merci à vous, Monsieur le Président. Le champ de la santé, le champ du féminisme et du militantisme qui ne peuvent pas être dissociés. Nous allons retrouver deux militantes. J'imagine que pour l'une et l'autre, le terme leur convient, elles vont nous le dire. C'est après Léa Perrotin, nous allons retrouver Sabine Salmon. Sabine Salmon qui est... Alors, comment vous décrire, Sabine ? Vous êtes à la fois présidente nationale de Femmes Solidaires, qui est ce mouvement féministe laïque d'éducation populaire. Vous dirigez le journal Clara Magazine, qui est ce magazine d'actualité féministe. Vous êtes aussi membre du Haut Conseil de l'égalité. Écoutez, je vous laisse la parole parce que côté militantisme et féminisme, la pro, c'est vous. Merci. Merci au président et à la vice-présidente pour cette invitation. Je suis ravie de pouvoir participer en cette journée internationale des droits des femmes et je rejoins Fatia pour dire qu'effectivement c'est une journée de lutte et qu'on ne veut pas qu'on nous souhaite bonne fête. Souvent c'est ça, hein, on vous souhaite bonne fête et on nous offre une rose à la sortie du métro, mais qu'on pense à ces milliers de femmes partout dans le monde qui descendent dans la rue, si elles le peuvent, dans le contexte sanitaire dans lequel on est, en tout cas qui se mobilisent et qui font preuve d'inventivité en cette journée, dans ce contexte particulier, pour revendiquer l'égalité, revendiquer des droits qui sont absolument fondamentaux aujourd'hui sur la planète. Je voulais en cette journée aussi saluer les bénévoles et les militantes de Femmes Solidaires dans le Val-de-Marne, voilà, qui sont au quotidien mobilisés et qui, dans ce contexte de crise sanitaire, ont redoublé aussi de créativité pour maintenir un lien social dans le territoire. Vous savez que ce contexte de crise a vu une augmentation conséquente
des violences faites aux femmes, puisqu'il y a eu plus de 20% de signalements auprès de la police et de la gendarmerie pendant ce contexte, et qui a été mobilisé pour aussi répondre et trouver des formes d'écoute pour ces femmes. Ce sont aussi les bénévoles et les associations de terrain qui ont collé des affiches dans les supermarchés pour redonner des numéros, des adresses mail, rappeler les numéros d'urgence, etc. Et donc, c'est aussi des femmes et des militantes engagées sur le terrain. Et ça marche aussi dans le Val-de-Marne parce que on a aussi des élus formés. Enfin, le fait que le président soit là, le fait qu'on ait une vice-présidente, enfin, c'est important pour nous, associations, d'avoir des élus qui sont déjà sensibles à cette question de l'égalité, mais au-delà de la sensibilité, qui sont aussi compétents sur la question, qui sont à l'écoute des associations de terrain, parce que nous, on peut redoubler d'inventivité, mais si on n'a pas des politiques publiques locales qui se déclinent dans nos territoires et qu'on ait des élus qui soient attentifs à nos demandes et qu'ensemble, on puisse décliner dans les territoires des actions concrètes pour être au plus proche des Val-de-Marnais et des Val-de-Marnaises qui nous intéressent là, eh bien c'est absolument essentiel. Donc ça aussi, merci de ça, parce que c'est pas partout dans tous les territoires de France. Moi, je le vois au niveau national. Cette déclinaison-là n'existe pas partout. C'est ce qui fait défaut d'ailleurs dans notre pays, cette inégalité territoriale par rapport à la réponse qui est donnée sur la prise en charge des femmes victimes de violences. Ça se fait pas partout pareil. Donc on a la chance d'être dans un département où on a une écoute, et c'est vraiment important de le souligner, parce que nos bénévoles et nos militantes dans d'autres territoires n'ont pas cette écoute-là. Et effectivement, du coup, on a une inégalité d'accès des femmes par rapport à la justice, par rapport à la loi, par rapport aux services sociaux, par rapport, et du coup, une différence dans la prise en charge. Donc voilà, alors c'est vrai que être militante aujourd'hui et militante féministe, pour moi, c'est vital. Vous parliez de violence et de lutte contre les violences faites aux femmes avec une recrudescence en période de confinement, hein, vous le disiez justement. Je voulais juste vous signaler que le département du Val-de-Marne met sur son site www.valdemarne.fr des conférences portant sur l'égalité femmes-hommes que vous pouvez retrouver extrêmement facilement. Et vous pouvez à la fois télécharger la version PDF, mais aussi la version audio à votre choix. Ces conférences portent sur de multiples sujets autour de l'égalité femmes-hommes, l'éducation à l'égalité, l'espace public, genre et climat, et évidemment les luttes contre les violences faites aux femmes. Conférence départementale de l'égalité femmes-hommes, www.valdemarne.fr, c'est accessible en ligne. Nous retrouvons notre étudiante de l'UTEC, l'Université Paris-Est Créteil, Léa Perrotin. Léa, alors étudiante bien sûr, vous côtoyez vos homologues étudiants à la faculté de Créteil. Comment est-ce que les questions du féminisme sont portées auprès des jeunes et des jeunes étudiants en particulier ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, déjà bonjour à toutes et à tous. J'avais pas salué tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on a de plus en plus, en tout cas, c'est vrai que même en grandissant, en fait, je l'ai remarqué, et en arrivant dans l'enseignement supérieur aussi, de plus en plus une nécessité, en fait, d'en finir avec les mécanismes de domination qui peuvent avoir lieu entre les hommes et les femmes. Et c'est vrai que les luttes sont très reprises par la jeunesse, et ça se voit aussi beaucoup dans les facs, où on retrouve notamment des associations de colleuses dans les facs, ou des collages féministes dans les facs, de plus en plus d'associations féministes qui vont se développer, pour en fait en finir avec toutes les dynamiques qui vont concerner de près ou de loin les jeunes femmes, donc les dynamiques patriarcales, donc ça peut concerner les questions de harcèlement sexiste, ça peut concerner les questions d'inégal accès à l'éducation, d'inégal accès pas forcément d'inégal accès, mais de manque d'accès aux protections périodiques. Enfin voilà, ça concerne quand même beaucoup de domaines. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des mouvements en fait qui sont intergénérationnel, mais massivement en fait repris par les jeunes femmes et les jeunes hommes. Mais c'est vrai que les jeunes femmes prennent
énormément part en fait aux mobilisations. On le voit avec les mobilisations du 8 mars, donc celle d'aujourd'hui, celle du 8 mars 2020. On le voit également avec des mouvements sur les réseaux sociaux aussi. Je pense que c'est pas à négliger en fait, parce que c'est quand même des espaces de communication et d'information qui sont aujourd'hui très importants. Donc ça peut concerner des mouvements de libération de parole comme ce qui a pu avoir lieu avec MeToo, plus récemment avec MeToo Inceste. Voilà, on voit aussi se développer de nombreux médias en ligne féministes. C'est assez diversifié en fait, et c'est vrai qu'on se rend compte que la génération qui prend part massivement à ça reste autour. Bien sûr, c'est intergénérationnel, mais c'est vrai qu'il y a une prise de conscience assez, pour moi en tout cas, assez importante des jeunes femmes. Également, je vais prendre un exemple un peu plus particulier, mais sur cet éveil, en fait, on va dire plutôt cette sensibilisation de plus en plus importante en fait des jeunes femmes sur leurs propres conditions et sur la volonté en fait d'en finir justement avec ce système qui crée des inégalités. Je prends l'exemple en fait du mouvement des lycéennes en fait au début d'année, donc au début de l'année scolaire, il me semble que c'était vers septembre, lorsqu'il y a eu tout un mouvement en fait de refus d'objectivisation en fait de leur corps. Quand en fait Jean-Michel Blanquer avait exprimé la nécessité de venir en tenue républicaine, je pense que vous devez vous en rappeler, et qu'en fait on a eu tout un panel de lycéennes en fait qui sont venues habillées au lycée en fait comme elles le voulaient, en prônant justement le fait que personne ne pouvait leur faire des injonctions sur la façon de s'habiller. Et ça, c'est vrai que c'était assez... parce que même moi, y compris dans ma scolarité et dans ma jeunesse, même si je suis encore dans ma jeunesse, mais dans mes plus jeunes années, j'ai jamais forcément assisté à ce genre de mouvement. Et puis, juste pour finir sur les luttes féministes des jeunes, on a aussi un carcan intersectionnel qui commence aussi à apparaître de plus en plus, c'est-à-dire que les luttes féministes sont aussi extrêmement traversées par les questions antiracistes, par les questions de lutte contre les LGBT-phobies, et c'est vrai qu'on a en fait des questions sociales aussi, on a quand même des luttes en fait qui vont être très diversifiées et qui vont toucher à beaucoup de questions différentes, et donc à la fois sur la domination la domination des hommes sur les femmes, mais aussi qui va concerner la question antiraciste, donc la question du racisme aussi au sein même en fait de ces dominations-là, la question de l'homophobie, la question de la transphobie. Enfin, c'est assez, ça commence assez à prendre une dynamique assez diverse, et c'est vrai que justement c'est assez particulier, je trouve, en ce moment, c'est dans ces luttes féministes. Et vous avez parlé de lutte à plusieurs reprises dans votre propos. On comprend bien que la question des femmes n'est pas forcément une question gagnée, et que la notion de lutte s'impose plus ou moins au quotidien. Fathia Agoun, le propos de Léa Perrotin était extrêmement sensible, puisque là on a traversé, au-delà de la question des femmes, la question aussi des discriminations. Alors là, c'était dans le monde étudiant et dans le monde jeune, mais finalement, c'est une question qui traverse la société. Comment voyez-vous... je sais que le département du Val-de-Marne a signé la charte LGBT+, phobie. Comment voyez-vous cette question-là, aujourd'hui, qui devient de plus en plus prégnante, puisque période de confinement, période de crise sanitaire, peur de l'autre, rejet de l'autre, comment on lutte ? Tout d'abord, je souhaite remercier Saline Salmon et Léa Perrotin pour ces témoignages, à la fois sur votre engagement féministe, des engagements pour les droits humains. Donc effectivement, c'était aussi important que vous puissiez et que vous preniez la parole sur ce combat de tous les instants qui est nécessaire, notamment contre les violences faites aux femmes et pour le respect des femmes, mais surtout pour le respect des droits humains. Donc c'est aussi important que le département, depuis maintenant plusieurs années, travaille fortement auprès des associations, et notamment les associations féministes qui agissent au quotidien pour à la fois lever et combattre les stéréotypes sexistes et lutter contre les violences faites aux femmes. Rappelons aussi qu'il est important que tout le travail que vous faites autour de l'éducation à l'égalité est un
travail qui est en lien aussi avec la préoccupation du département de travailler à cette question de l'éducation à l'égalité. C'est un travail que nous menons ensemble au quotidien. Rappelons aussi que le travail avec les associations féministes, c'est aussi tout le travail autour des luttes contre les violences faites aux femmes. D'ailleurs, en 2019, le département du Val-de-Marne a créé une structure d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences, le centre Marielle Franco. Effectivement, pourquoi Marielle Franco ? Marielle Franco, femme, féministe brésilienne, qui luttait contre la LGBT-phobie, qui luttait contre les violences faites aux femmes, qui luttait contre le racisme au Brésil et qui a été assassinée. Donc nous avons souhaité que cette femme engagée et que dans le département, une structure puisse porter son nom. Donc c'est aussi tout le travail que nous menons avec l'association Tremplin 94, notamment à travers les téléphones grave danger. Je rappelle que nous avons multiplié par 4 le nombre de téléphones grave danger depuis 2015, parce que c'est un dispositif aussi important et nécessaire dans notre département pour accompagner les femmes victimes de violences. Donc je dirais qu'effectivement, sur la lutte contre les discriminations, c'est une politique globale et engagée dans notre département. Je tenais toutefois à préciser qu'effectivement, dans le département, nous avons souhaité aussi garder cette dimension d'égalité femmes-hommes, parce que les femmes, nous ne sommes pas une catégorie de la population. Nous sommes la population, nous sommes des êtres humains. Je rappelle qu'en Val-de-Marne, 52% de la population sont des femmes. Donc voilà, c'était aussi important de le rappeler, parce que cet engagement, il est porté par l'ensemble de la collectivité, par l'ensemble des associations féministes en Val-de-Marne. Et je rappellerai tout simplement que le combat féministe, c'est un combat pour l'humanité tout entière. C'est un combat, c'est celui des droits humains. Combat féministe et combat pour les droits humains, tout se tient. Je voulais vous signaler que le département du Val-de-Marne a un service public Projed en direction des associations, et qu'il y aura le vendredi 12 mars, qui s'annonce de 9h à 10h15, une e-matinale consacrée au projet associatif en direction des étudiants. Si vous souhaitez vous inscrire, c'est projed@valdemarne.fr. C'est dit. Nous quittons le monde étudiant pour rejoindre le monde associatif avec Missoumi dans un premier temps, puis le monde de la culture avec Lucie Cabiac. Nous allons évoquer la solidarité alimentaire d'un côté, culturelle de l'autre, et j'ai envie de dire que ces deux thématiques qui pourraient paraître dissociables ne le sont pas du tout, puisqu'on a besoin de nourriture, qu'elle soit dans l'assiette ou qu'elle soit en poésie, théâtre, chanson ou spectacle de rue. Oumidias, je commence avec vous, merci d'être là. Vous êtes connu en Val-de-Marne, plutôt sous le nom de Missoumi, puisque vous présidez l'association Moa Cosi. Je vais vous laisser la parole pour nous en dire un tout petit peu plus, mais on va revenir à la thématique qui nous importe. Vous faites, vous aussi, à votre échelle, le Val-de-Marne, et vous sillonnez un petit peu le Val-de-Marne. On vous retrouve à Limeil-Brévannes, Valenton, Créteil, Champigny. Comment faites-vous ? Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Fatia. Bonjour à toutes. Je vous remercie pour cette invitation. Cette journée de 8 mars, où on parle de lutte, je vais juste parler de la réussite de la femme, les femmes dans le monde, les femmes dans notre département, ce que nous faisons, l'aspect positif, parce que si on reste juste sur l'égalité, ça nous diminue un peu, alors que nous sommes des femmes fortes, des femmes engagées dans le monde, dans notre département, dans nos maisons. Moi, je dis qu'une femme qui porte un enfant 9 mois et accouché une journée,
c'est une femme forte. Donc cette d'inégalité entre hommes et femmes, ça existe. Mais depuis que la lutte contre cette inégalité existe, il y a quand même beaucoup de choses que les femmes ont faites dans le monde et particulièrement dans notre département. Si nous arrivons à faire des choses et réaliser des choses, accomplir des choses, les mains vides ne peuvent pas le faire. Donc on a un département très dynamique, très engagé auprès des femmes et qui nous permet de réaliser ce qu'on est en train de faire. C'est vrai, nous sommes très engagés dans la rue, dans les maisons, dans nos villes, mais je tiens à mettre en valeur toutes les jeunes femmes, les jeunes qui seront demain des mamans et qui seront demain des personnes qui dirigent. En cette période de Covid, ils nous ont impressionnés, ils ont été dans la rue, ils ont été dans les maisons, ils se sont mobilisés, pas une journée, pas 2 jours, pas 3 jours, et c'est des jeunes, la jeunesse, et un grand bravo à ces femmes jeunes et à ces garçons jeunes. Et quand on voit l'égalité femmes-hommes, moi je pense qu'avec la future génération, ça baissera, parce qu'ils ont une autre vision entre femmes et hommes, et on les encadre là-dessus. Et nous, adultes, notre rôle, c'est lutter pour que cette jeunesse ne vivra pas cette inégalité entre femmes et hommes un peu partout dans le monde. Et je peux vous assurer, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une naissance qui est en train de se faire. Et quand le bébé poussera, on pense que la jeunesse de demain a une autre vision du monde, une autre vision entre femmes et hommes. Pour venir sur la nourriture, c'est vrai. L'arme fatale de l'humain, c'est la nourriture. Quand une personne a faim, on ne peut rien faire de cette personne. Cette inégalité n'existera même pas quand on a faim. On ne va ni femme ni homme. La nourriture. Et malheureusement, pendant cette pandémie, il y a eu beaucoup de pauvreté. Il y a eu beaucoup de... Quand on prend les personnes qui ont parlé de la santé, beaucoup de dépression, beaucoup d'agressivité, mais aussi il y a eu beaucoup d'amour. Et j'aimerais bien parler de l'amour qu'on a vécu avec cette pandémie. Parce qu'on est appelé dans les maisons, on rentre dans les maisons, on les accompagne, les personnes âgées, les femmes seules et les couples. Mais on a vu un couple qui, depuis qu'il est là, et plusieurs d'ailleurs, entre la femme qui part tôt le matin et l'homme qui part tard le soir, il n'y avait pas une vie de famille. Mais avec ce confinement, cette famille se sont découvertes. Et que les enfants ont pu manger avec les parents, ils ont pu sortir avec les parents, ils ont pu venir prendre de l'aide avec les parents. Moi, j'aime développer l'aspect positif de cette pandémie. Et la solidarité, et Monsieur le Président, Madame Fatia Agoun, savent très bien de ce que je dis. Dans nos villes, dans le département, quelle est une ville dans notre département où on n'a pas eu la chaîne de solidarité de la jeunesse? Dans les rues, dans les maisons, tout le monde a mangé. Et par l'aide du département, bien sûr, quand on a été livré avec une tonne de fruits et légumes, avec des kits d'hygiène et l'accompagnement moral, si on a un département aussi engagé, mais pourquoi nous, les associations qui sont les portes directes des personnes, on peut être que engagés? Merci, Monsieur le Président, merci Fatia. Et donc, au niveau de la nourriture, effectivement, on a passé toute l'année, hein, on était dans la rue, on était dans les maisons, on a été à l'hôpital, on a pu faire de très bons repas, parce que quand on a vu ce que vous avez fait, on est venu partout, et que la nourriture, elle est fondamentale sur les luttes, les fondamentales pour la santé et les fondamentales pour l'amour de son prochain, parce que quand une personne ou un peuple a faim, on ne peut rien faire de cette personne. C'est pour cela que la nourriture nous parle, et on a fait un
un panier qui est fait par une nutritionniste. Et on a vu qu'au niveau de la nourriture, si l'alimentation est équilibrée, avec minimum 5 fruits et 5 légumes, peut-être on évitera beaucoup de personnes à aller à l'hôpital ou bien on peut économiser beaucoup. Donc, pour ne pas trop prendre la parole, je laisserai la question. Nous vous remercions. On a un département exceptionnel. On a un département en France et un peu partout dans le monde qu'on peut se vanter parce qu'on a de quoi faire dans notre département, quel que soit le niveau de naissance du bébé jusqu'à la fin de la vie. On vient dans le département de Val-de-Marne, on n'a vu aucun département et on est bien, on est engagé. Et au passage, je salue toutes les femmes. 52% des femmes sont, dans le Val-de-Marne de la population, c'est des femmes. J'en profite pour saluer toutes les femmes du monde qui sont engagées et nos 25 000 femmes qui sont en Afrique, qui sont dans des villages et qui relèvent le défi. Et que quand on nous parle de l'égalité ou de domination, avec nous, c'est les femmes qui dominent. Vive la femme et merci pour le département. Et voilà. Journée internationale des droits des femmes en ce 8 mars 2021. Nous allons parler culture, cette fois avec Lucie Cabiac. Vous êtes à Ivry, vous êtes chargée des relations publiques au Théâtre Antoine Vitesse. Vous êtes à l'initiative avec un collectif aussi d'artistes de multiples événements, je pense notamment au Chariot d'Ivry ou encore à l'opération au collectif Rallumons les étoiles. Bon, le confinement, la crise sanitaire, la culture est quand même en première ligne. Il y a beaucoup de choses à faire et vous avez tenté de les faire, notamment de façon sectorielle pour offrir au public qui était démuni face aux fermetures multiples des moments de spectacle et de rêve. Comment est-ce que ça a été porté ? Alors, dans un premier temps, pendant le premier confinement, on s'est rassemblés virtuellement, évidemment, avec tous les acteurs culturels de la ville d'Ivry, donc les acteurs publics, les structures associatives, en coopérative, les artistes de la ville, pour se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait et en quoi on peut être utile et qu'est-ce qu'on peut inventer. Les lieux sont fermés, certes, mais qu'est-ce qu'on peut inventer et comment on peut aller au plus près des habitants de la ville. Et donc, on a eu l'idée d'une scène mobile, d'un chariot, en fait, avec un plateau équipé techniquement, pour sillonner les différents quartiers de la ville, aller au plus près des gens, sous les balcons, dans les cours des HLM, à l'hôpital Charles-Foix à Ivry, dans la cour d'un foyer de travailleurs à Ivry, devant une maraude qui servait des repas aux SDF. Et donc, on s'est associés, artistes, structures, professionnels, amateurs, pour aller au plus près des gens et offrir des moments artistiques, des moments qui font du bien. Ça a été une expérience particulièrement riche, déjà de décloisonnement, de solidarité entre les acteurs culturels, et c'était très créatif et des moments particulièrement forts, en fait, qui nous ont obligés, à dialoguer entre nous, et aussi à vivre d'autres types d'expériences que celles qu'on vit dans les murs d'un théâtre, dans les murs d'une association. Donc voilà, on est sortis un peu de nos murs, hein, ce qui nous a fait le plus grand bien. Et puis on a été au plus près des gens. Ça a été des moments avec une émotion incroyable. C'est-à-dire, je pense à un moment à l'hôpital Charles-Foix, devant le centre de personnes âgées, il y avait des personnes en fauteuil qu'on a aidé. C'était un dimanche, il y avait très peu d'aides-soignants parce que voilà, les hôpitaux manquent de bras. Donc on a aidé avec les artistes à sortir les gens en fauteuil dehors. Et en fait, on a vu dans les yeux des personnes âgées quelque chose d'incroyable, une émotion hyper forte. Alors moi, j'aime pas trop le mot utile à coller au mot culture, mais par contre là, il y a quelque chose d'essentiel qui s'est passé. Voilà. Je reviens sur la notion de sortir. C'est le verbe que vous avez employé. Finalement, au moment où les uns sont confinés, c'est ce collectif d'artistes qui sort
pour se rapprocher au plus près et donner un moment de rêve. En travaillant cette webconférence, je regardais votre site et vous employez « faire humanité ». Est-ce que vous pouvez développer 2 petites secondes ? Alors, faire humanité, effectivement, c'est une expression qu'on retrouve dans un manifeste qu'on a écrit collectivement, parce que cette histoire du chariot des quartiers d'Ivry, ça a été donc juste à la fin du premier confinement, quand on a eu le droit de sortir, jusqu'à fin juin. Mais évidemment, c'est une solidarité qui est à long terme. C'est-à-dire ça a créé un dialogue et une solidarité entre les structures culturelles et vers les habitants d'Ivry de manière durable. Et donc, on a continué à discuter, à être en échange entre nous selon les différentes actualités de septembre à maintenant. Et on a écrit ensemble un manifeste, Rallumons les étoiles, qui n'est pas qu'un manifeste d'ailleurs, qui est aussi une action. Et faire humanité, c'est prendre tout en considération, c'est-à-dire avoir de la considération entre eux, acteurs culturels, avoir de la considération pour les habitants, c'est faire relation, quoi, tout simplement, qui est quelque chose de basique, mais là aussi d'essentiel, et ne pas réduire les humains, les habitants d'une ville, à être juste des objets de consommation. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on peut aller acheter plein de choses, mais on ne peut pas rêver, on ne peut pas rêver devant un spectacle, un film, une œuvre d'art. Voilà, et c'est ça qu'on revendique, c'est la possibilité d'avoir accès à un imaginaire, à autre chose que de la consommation, même si évidemment il est essentiel de pouvoir remplir son frigo. Néanmoins, ça ne suffit pas, en fait, pour être humain et pour faire société. Donc voilà, c'est ça qu'on a voulu dire par faire humanité. Je vous remercie et je donne la parole au président du département du Val-de-Marne, Christian Favier. Ce qu'on entend là est extrêmement intéressant parce qu'on comprend bien qu'on a besoin d'imaginaire, on a besoin de liberté, et que la liberté passe aussi par le solidaire, par la culture. Ça se traduit comment en Val-de-Marne ? D'abord, je voudrais vraiment saluer ces témoignages, je pense, qui montrent toute cette richesse humaine quand même qui existe dans ce département, que ce soit à travers les associations, les structures culturelles, tous ceux qui sont investis aujourd'hui au quotidien. Moi, j'ai été frappé, par exemple, dans les distributions que nous organisons actuellement, les distributions alimentaires, en lien avec les associations, de la place justement occupée par les femmes dans les responsabilités justement de ces associations. Elles sont là aussi, je dirais, très largement majoritaires, un peu partout dans les différentes villes où j'ai pu me rendre dans le cadre de ces distributions. J'ai pu mesurer en tout cas l'importance effectivement prise par la place des femmes également dans ces actions, et vraiment je voudrais le saluer, et dans une conception telle que ça a été dit, c'est-à-dire que à la fois évidemment c'est à répondre à un besoin immédiat alimentaire qui est absolument indispensable, mais bien au-delà de ça, c'est aussi tout le rétablir des liens aussi avec la population dans un moment où chacun peut être parfois un peu isolé, lié au confinement, aux restrictions de déplacement, et on a besoin de recréer ces liens. Et je vois bien, par exemple, on est dans un département où on est très attaché au développement des services publics, mais au-delà même des services publics, la place de la vie associative est extrêmement importante. Elle est absolument indispensable. Je ne sais pas dans quelle situation serait notre pays si demain il n'y avait pas cette place, cette force des associations. Et c'est la raison pour laquelle il est très important que les collectivités elles-mêmes apportent aussi au quotidien un soutien continu, constant. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire à cette vie associative telle qu'on vient de le voir. Sur les aspects culturels, là aussi, alors on est très malheureux parce que c'est vrai qu'on est aussi dans un département où il se passe beaucoup de choses sur le plan culturel. Il y a beaucoup d'actions, que ce soit à un niveau très professionnel comme à un niveau amateur. On a une très grande richesse. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'initiatives qui sont malheureusement remises en cause.
et on essaye malgré tout de les maintenir. C'est le cas par exemple actuellement, il y a un festival de poésie qui démarre, et donc qui va prendre des formes différentes. On a eu le festival Son d'hiver par exemple, qui a dû s'adapter aussi à cette situation-là et passer par le numérique pour malgré tout continuer d'avoir une production culturelle de qualité. On a très bientôt, on est très soucieux aussi de cela, on a le festival de danse, la biennale de danse, une biennale internationale très importante et qui a une dimension aussi qui dépasse même très largement le Val-de-Marne, et pour lequel il faut trouver, on en discutait avec les responsables, des formes nouvelles pour s'adapter. Alors, dans cette situation, il y a est-ce qu'il faut malgré tout, malgré évidemment le fait qu'on est soucieux de prendre toutes les mesures nécessaires en matière de protection et de ne pas prendre de risques sur le plan sanitaire, mais est-ce qu'on doit rester comme ça, fermé, confiné partout? Moi, c'est quand même une vraie question. Avec Evelyne Rabardel, qui est la première vice-présidente en charge de l'action culturelle, on a écrit aujourd'hui à la ministre de la Culture pour demander la réouverture du musée d'art contemporain à Vitry, le musée le Macval, qui est à la fois un bâtiment, mais qui est aussi où il y a des jardins également. Donc, et on pourrait, je pense, tout en respectant toutes les conditions sanitaires, permettre quand même, au moins, par exemple, à tous les publics scolaires de pouvoir continuer de venir, par exemple, au musée, parce qu'il y a un très gros travail pédagogique et éducatif qui est mené à travers cette structure, et on souhaiterait qu'on puisse réouvrir, en créant des conditions bien précises, mais pouvoir réouvrir en tout cas ces lieux de culture. Ça nous semble absolument indispensable. Et puisque certains et certaines, pendant le confinement et pendant la crise sanitaire, n'ont pas pu rester confinés, ni même être en télétravail, nous allons rejoindre Pauline Stiers, qui est agente départementale et qui, elle, a un métier, alors, mille excuses de vous le présenter comme ça, mais qui, d'une façon un peu stéréotype, pourrait être encore cru être un métier d'homme. En réalité, Pauline Stiers, vous faites votre métier et vous êtes, sur l'est du territoire val-de-marnais, contrôleuse de secteur en matière de transport, voirie et déplacement. Je vous laisse en dire un tout petit peu plus, mais quand même une question. Est-ce que vous vous êtes déjà senti confronté à l'idée que le métier qui est le vôtre pouvait poser des interrogations autour de vous? Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, je me suis déjà... j'ai déjà remarqué que ça pouvait interloquer une femme dans une base de travaux, en sachant que dans une base de travaux, nous sommes 15, voilà, que sur le territoire, nous avons 4 bases de travaux et que je suis la seule femme. Mais après, c'est vrai que j'ai toujours été très bien acceptée, très bien entourée. Ils n'ont jamais... ça a toujours été sur mes compétences et non sur qui j'étais. Donc voilà, c'est vrai que j'ai jamais eu de problème vis-à-vis de ça, quoi. J'ai revisionné, vous le connaissez peut-être, ce film qui date des années 60, 1965 de mémoire, que l'on retrouve assez facilement sur le net, qui fait partie des archives de l'INA et qui s'intitule Gisèle et le béton armé. Et donc j'ai revisionné ce petit film documentaire des années 60 qui dure une trentaine de minutes. Et je voudrais vous soumettre, alors j'espère que ça a évolué, nos intervenantes collectivement pourraient nous le dire, mais le film commence ainsi. Le journaliste pose une question à un monsieur qui travaille sur un chantier et la question est la suivante. Avez-vous déjà travaillé avec une femme dans le bâtiment, monsieur? Et le monsieur répond jamais, et je ne vois pas le moment où ça viendra. Donc votre témoignage est assez intéressant parce que là, il est question d'une femme ingénieure dans les années 60 qui fait partie d'un métier technique du bâtiment. Vous, on comprend quand même que vous êtes dans les transports, voiries et déplacements, que c'est quand même, on ne va pas se cacher, encore un métier d'homme, mais que les femmes y trouvent leur place. C'est surtout un métier que j'aime. Après, je ne me suis jamais posé la question de c'est un métier d'homme. Moi,
quand j'ai commencé à connaître ce métier et que je suis allée vers ce métier, c'était vraiment par passion et pas parce qu'il était catégorisé homme. Après, c'est vrai que ça n'a jamais été une difficulté parce qu'une femme dans un monde d'hommes, c'est vrai qu'on est vraiment très protégé. Moi, j'ai toujours... ils essayent de faire... Nous avons des astreintes où nous devons intervenir sur des accidents, des crues, en neige. Et moi, je sais qu'ils sont toujours là à essayer de faire en sorte de protéger, voilà. Il y a, même s'il y a des choses physiques et que, en tant que femme, on essaye toujours... C'est notre propre... On essaye de prouver les choses alors qu'on n'a rien à prouver et qu'on est toujours jugé sur notre compétence, mais... non, ils sont toujours là à essayer de faire en sorte qu'on aille de l'avant, que de nous prouver qu'on est là pour nos compétences et pas pour autre chose, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant toute cette période de crise sanitaire, vous avez aussi été sur le terrain pour contrôler, puisque c'est votre métier, contrôleuse de secteur, contrôleuse de travaux, pour contrôler notamment les pistes cyclables sanitaires, je crois 40 km de création. Voilà, il y a eu aussi en Val-de-Marne des initiatives particulières. Ça a été un plus dans votre métier ? Oui, tout à fait. Et puis, il faut savoir qu'en plus de ces pistes sanitaires, il y avait toujours la continuité du service public. Nos agents étaient continuellement sur le terrain à entretenir les voiries, à surveiller les balisages, parce qu'il faut savoir que les entreprises ne travaillaient plus. Donc, tous les travaux qui avaient commencé, finalement, il fallait que nos agents remettent les balisages en place. Quand il y avait des interventions d'urgence, fuite d'eau, fuite de gaz, mettre des balisages en place. Donc, tout ça, ça a été une continuité. Ça a été une continuité. Continuité du service public. Exactement. Et du service public départemental. Merci Pauline. On va se tourner du côté du sport parce que c'est quand même une partie importante de l'investissement de sportifs et sportives de haut niveau. C'est votre cas à Bignaret, puisque votre spécialité, après le hip-hop, j'ai vu il y a une quinzaine d'années, le taekwondo. Cette version sport, pour vous, c'est l'objet aussi de redonner de l'espoir en période d'incertitude que nous vivons, malgré toutes les balises dont on a compris qu'elles existaient dans tous les domaines. Quelle est la qualité sportive, justement, quelle est la plus-value du sport pour faire barrage à toutes ces problématiques qui s'imposent à nous en période de crise? Alors bonjour à toutes et à tous déjà. Alors c'est vrai qu'en tant qu'athlète, cette crise a vraiment stoppé tout, c'est-à-dire les compétitions, les stages, même les entraînements par moment, parce que malheureusement il y a certains athlètes qui se retrouvent à être cas contact, ce qui fait que tout est bloqué et que même les entraînements, c'est plus possible. Donc ouais, vraiment, c'est une situation vraiment très compliquée pour les athlètes qui n'ont qu'un objectif, c'est d'aller se qualifier pour des Jeux Olympiques qui auraient dû être déjà l'année dernière. Donc je pense que la chose la plus évidente qu'on a en tant qu'athlète, c'est l'adaptation, bien sûr, parce que c'est ce qu'on retrouve le plus souvent, que ce soit sur une aire de combat ou on a ce truc qui fait qu'on sait s'adapter et surtout on sait garder le cap et garder la motivation parce que on continue de s'entraîner et du jour au lendemain toutes les compétitions peuvent réouvrir. On ne sait pas comment ça va se passer, on est vraiment totalement dans le flou. Donc aujourd'hui on essaie de maintenir une activité physique un maximum parce que voilà, vous le savez tous, le sport c'est un facteur vraiment très très important et pour la santé physique et pour la santé psychique. Et pour les athlètes de haut niveau, c'est totalement la même chose. Donc qu'on soit un sportif du dimanche ou un sportif de haut niveau, vraiment le sport c'est vraiment très important. Et puis on a vu des preuves comme quoi le sport était un facteur pour de nombreuses maladies. Et aujourd'hui, voilà, je pense que en tant qu'athlète, c'est très 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 compliqué de se projeter. Mais en tout cas, ce qu'on a, c'est qu'on réussit à s'adapter et que malgré tout, on garde cette motivation parce qu'on sait qu'à un moment ou un autre, il va falloir remettre la tenue et les protections et repartir au combat. Un jour ou l'autre, on en est sûr. Et on est dans une phase de résistance et de combat. Et d'ailleurs, vous êtes un exemple puisque vous êtes licencié
à l'ASCC. Vous êtes médaille d'argent aux Jeux Olympiques 2016 de Rio. Vous avez été 6 fois, c'est pas rien, championne de France. J'ai découvert que vous étiez cheminote aussi à la SNCF. Voilà, on connaissait cheminot, on découvre cheminote, comme quoi les métiers sont mixtes. Et puis vous avez été en 2015 la marraine de la Mirabal. Donc au-delà du sport, il y a vraiment cet engagement. La Mirabal, dont on rappelle que c'était un événement à la fois sportif et de sensibilisation sur les sujets des droits des femmes, qui est le sujet qui nous importe aujourd'hui. Le soutien dans le monde du sport au département du Val-de-Marne, c'est important parce que on sait qu'au-delà de la 5e, les filles commencent à faire un peu moins de sport. Est-ce que vous avez l'idée quand même que vous êtes une égérie? Vous êtes un exemple tout de même. C'est vrai que j'ai eu l'occasion d'aller dans plusieurs établissements, plusieurs lycées, plusieurs collèges. Et c'est vrai que j'ai le contact assez facile, donc j'aime beaucoup m'intéresser aux élèves. Et d'ailleurs, j'ai pu, pour la semaine olympique et paralympique, aller dans un lycée à Paris. Et où j'ai fait la rencontre de nombreux jeunes hommes et nombreuses jeunes filles. Et c'est vrai que pour la plupart, elles me disaient « Bon, moi j'ai arrêté à 3 ans, mais j'aimerais reprendre, etc. » Et donc, moi, tout de suite, quoi, j'essaie de faire en sorte qu'elles reprennent cette activité. En plus qu'elles sont motivées, donc faut en profiter. Et du coup, oui, c'est vrai qu'il y a, à partir d'un certain âge, avec l'adolescence, avec les hormones qui changent, etc., on a envie d'aller voir d'autres horizons. Et je suis moi-même passée par là, en tant que jeune fille, à 15 ans, on a des petits doutes, etc. Mais le plus important, c'est de s'accrocher. Et surtout, moi, je suis là pour essayer aussi, comme vous l'avez dit, de donner mon exemple, tout simplement. J'ai voulu par moments lâcher. Chose que je n'ai pas faite et aujourd'hui je ne le regrette absolument pas parce que c'est ce qui m'a permis de décrocher 3 titres européens, un titre de championne du monde et cette belle médaille olympique à Rio. Merci à vous, Fatia Agoun. Le département du Val-de-Marne a porté aussi, avec des sportifs de haut niveau en boxe, en aviron, à une initiative auprès de collégiens, Boxons les préjugés. Finalement, on a bien compris que les droits des femmes, c'était quand même une lutte permanente, y compris d'ailleurs au quotidien depuis le plus jeune âge et sans baisser la garde. Oui, sans baisser la garde, c'est vrai que quand on pratique des sports de combat, c'est aussi important de ne pas baisser la garde. Donc effectivement, moi je remercie les interventions de Pauline Ster et Abignaret parce que effectivement, j'espère que vos parcours vont être inspirants pour les jeunes Val-de-Marnaises parce que c'est aussi important de rappeler qu'il n'y a pas... Nous luttons contre les stéréotypes sexistes et notamment dans les métiers, mais aussi dans la pratique sportive. Moi, j'aime rappeler que, parce qu'on parle souvent d'événements sportifs, notamment la Coupe du Monde féminine. Est-ce que quand il y a la Coupe du Monde de football, on parle de la Coupe du Monde masculine de football? Eh bien non. C'est toujours quand c'est le sport féminin, nous rappelons la Coupe du Monde de handball féminin. Donc c'est la pratique sportive, pas de femmes, c'est des femmes qui pratiquent un sport comme des hommes pratiquent un sport. Donc ça, je tiens aussi à le rappeler parce que c'est aussi souvent par la déconstruction notamment de la langue et de ce qui est aussi cette construction de rapports de domination. Donc effectivement, le département depuis des années travaille aussi autour de la mixité professionnelle, notamment à travers les métiers et avec notamment le service d'orientation et d'insertion de la Cité des métiers du Val-de-Marne qui se situe à Choisy. Nous avons beaucoup travaillé justement à déconstruire, notamment dans les métiers, tous les clichés et les stéréotypes sexistes. Parce que oui, un jeune homme peut travailler dans les métiers du soin, notamment aussi en tant qu'auxiliaire de puériculture. Oui, une jeune femme peut travailler dans le BTP, peut travailler dans la voirie, peut travailler dans l'informatique. Juste pour l'anecdote,
au départ, ce sont bien des femmes qui ont travaillé sur les codages, et quand c'est devenu quelque chose de très important dans notre société, c'est les hommes qui sont devenus les informaticiens et les ingénieurs. Donc rappelons aussi qu'il y a aussi les femmes sont autant capables que les hommes. Donc c'est vrai que nous travaillons le département aussi dès le plus jeune âge pour dépasser les stéréotypes. D'ailleurs, nous menons chaque année de nombreuses actions auprès des publics jeunes et notamment des collégiens et collégiennes. Je rappelle que dans le cadre du conseil départemental des collégiens et des collégiennes, il y a une commission égalité des sexes qui d'ailleurs ont travaillé maintenant il y a plus de 2 ans sur une cour de récréation égalitaire et sur une charte de l'égalité au sein des collèges. Donc c'est pour ça que nous continuons et nous continuerons aussi ensemble à travailler à la promotion de l'égalité au sein aussi de des collèges et dans notre département. Et sur aussi, je rappelle aussi notre fort soutien notamment à la pratique sportive des femmes et notamment des jeunes femmes, parce que j'aime pas dire le sport féminin, si vous avez bien compris, pour permettre notamment aux collégiennes de pratiquer un sport. Nous finançons d'ailleurs 2/3 de la licence UNESS pour les jeunes filles à partir de la classe de 4e. Donc voilà, c'est aussi des actions très concrètes pour lutter contre les stéréotypes sexistes, à la fois dans le milieu du travail, mais aussi dans la pratique sportive. Donc je continue et nous continuerons à travailler collectivement à ce que cette égalité, je le répète, mais c'est l'art de la répétition et l'art aussi de la persuasion, ou en tout cas pour moi c'est important de répéter que l'égalité en Val-de-Marne, elle doit être réelle et effective, et c'est aussi par votre détermination, par votre engagement que vous démontrez au quotidien que les femmes doivent prendre toute leur place et qu'elles ont toute leur place dans cette société, et c'est à vous, à nous, de s'engager collectivement pour que l'égalité ne soit pas qu'un vain mot, mais qu'elle soit réelle. Elles font le Val-de-Marne, témoignage de nos participantes et nos invités que nous tenons à remercier chaleureusement. Merci, Monsieur le Président, pour cette initiative départementale. Merci, Fatia Agoun, vice-présidente, de nous avoir accompagnés. Notre web-conférence touche à sa fin. Vous pouvez la revoir et la partager. Un remerciement particulier à l'Observatoire de l'égalité, à la direction de la communication et son antenne multimédia, à la direction de la logistique et à vous tous et toutes qui nous avez accompagnés. Nous vous souhaitons une belle fin de journée.